Bonsoir, je suis Barbara Hohnrath, directrice du Goethe-Institut de Paris, et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre virtuelle avec Ulla Lenze, qui va présenter son livre Les trois vies de Joseph Klein, en allemand Empfänger, en conversation avec Olivier Guèze. Publié en Allemagne en 2020, la traduction française vient d'être publiée, c'est-à-dire en janvier 2021, comme vous l'avez déjà entendu, par les éditions Jean-Claude Lattès. Je suis ravie que le traducteur, Pierre Désus, soit également présent ce soir. Donc, si vous avez des questions au traducteur, ça serait également possible. Avant de passer la parole à Olivier Guèze, j'aimerais remercier encore les éditions Jean-Claude Lattès qui ont préparé cette soirée avec nous. Et avec ceci, je passe la parole à Olivier Guèze et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci, merci Barbara. Alors avant de commencer à vous poser des questions, là, je voulais d'abord vous féliciter pour votre roman que j'ai vraiment apprécié, au-delà de la petite bande que j'ai pu écrire pour l'édition française. Non, mais c'est formidable. On voyage entre l'Allemagne d'avant-guerre, d'après-guerre, East Harlem à New York, le Costa Rica, l'Argentine, et ensuite les pérégrinations de ce petit homme étrange, Joseph Klein, ses histoires d'amour, ses histoires d'espionnage et comment il va être manipulé ou si c'est lui qui manipule l'histoire. On va en parler. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord que vous nous décriviez un petit peu le protagoniste, le personnage principal de ce roman, donc les trois vies de Joseph Klein ou d'Empfänger en allemand. Qui est-il? Comment est-ce que vous pourriez nous le décrire, cet homme étrange? Ja, Tout d'abord, merci pour vos mots si aimables. Comme vous venez de le dire, Joseph Klein est un petit homme et c'est une petite roue dans cette entreprise gigantesque des nazis. Peut-être je commencerai tout simplement. Il est né en Allemagne, à Düsseldorf, et il émigre jeune homme au début des années 20 à New York. Il fuit la misère et le chaos de l'Europe à l'époque et il est quasiment un réfugié économique. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de formation, donc il arrive avec les plus mauvaises prédispositions et il ne vit pas le rêve américain. Il reste dans le petit, comme le nom le dit, Joseph Klein. Il reste modeste, sans exigence et il découvre un jour un violon d'Ingres, la radio amateur et la radio amateur à l'époque était extrêmement populaire dans le monde entier et on pouvait être en réseau, comme plus tard avec l'Internet, être en réseau avec le monde entier. Et de cette façon, et peut-être j'anticipe déjà un peu trop, de cette façon, les collaborateurs des réseaux d'espionnage nazis s'intéressent à lui et il se laisse imbriquer par ces personnes. En tant que caractère, je le décrirais comme quelqu'un qui est entre deux pôles, la liberté et être déraciné, et donc il recherche une liberté et à la fin, peut-être c'est une interprétation de ma part, cela le fait tomber, cette trop grande liberté qu'il n'était pas capable de vivre. Donc il essaye de ne pas se laisser récupérer ni politiquement ni autrement et c'est ça qui va se passer. Alors, on vous le dit aussi au début du livre, avant le début du roman, que Joseph Klein était votre grand-oncle. Alors déjà, est-ce que c'était son vrai nom, Joseph Klein? Est-ce que vous l'avez rencontré, cet homme, puisque vous nous laissez en 1953 au Costa Rica, mais vous ne nous dites pas ce qu'il advient de Joseph Klein? Est-ce que vous l'avez croisé? Donc, est-ce que vous avez pu parler avec lui? Et est-ce que c'était un personnage légendaire dans votre famille? Est-ce qu'on en parlait beaucoup ou alors on n'en parlait pas? Qui était cet homme pour vous? Dans la famille,
il était connu, nous savions qu'il y avait ce grand-oncle aventureux, mais on avait très peu d'informations sur lui. On savait vaguement qu'il était imbriqué dans quelque chose aux États-Unis et qu'il avait fait de la prison et un camp d'internement. Et en 1949, on l'a expulsé de New York en Allemagne. Et là, pendant quelques mois, comme je le décris dans le livre, il a vécu dans la famille de ma mère. Ma mère, à l'époque, avait 11 ans, donc une enfant. Mais elle a un souvenir très précis de cette époque. Elle se souvient de beaucoup de détails que je dois à ma mère sur Joseph Klein et l'époque. Et ma mère, un jour, m'a dit, comme ça en passant, qu'il y avait cette correspondance entre Joseph et Karl Klein. Karl Klein était mon grand-père, je vais vous les montrer. Donc, c'était des très fines feuilles de Karl et ceci de Joseph. Vous voyez son écriture très fine. Il y a 180 lettres et j'ai commencé à les lire. Et j'ai remarqué que c'était absolument passionnant et j'ai fait une recherche sur Google et j'ai vu que c'était possible de trouver Joseph Klein. J'ai trouvé des reportages sur le procès à New York à l'époque. Donc, il était membre de ce réseau d'espionnage et ainsi, j'ai trouvé le sujet. Il faut ajouter que ce sujet, l'espionnage des nazis en Amérique, n'a jamais été traité en Allemagne. Mais aux États-Unis, il y a des publications. Et par ces recherches, j'ai appris plein de choses sur Joseph Klein que ma famille ignorait. Ma famille était très ouverte et s'est beaucoup intéressée à mes recherches et il n'était pas du tout un tabou ou un grand secret ou quelque chose qu'il fallait traiter en famille, un problème. On ne l'a pas vu ainsi et même maintenant on ne le voit pas comme ça. C'est simplement un personnage très intéressant qui est représentatif pour beaucoup d'autres gens, le Mitläufer, des gens qui allaient avec le courant. Et donc, c'était vraiment ce petit homme, puisque vous nous le décrivez dans le livre, qui mesure 1,63 m, et que votre grand-père n'était pas plus grand, et ça s'appelait vraiment Joseph Klein. C'est pas un pseudonyme, son vrai nom. Non, j'ai trouvé que c'était un nom formidable. Il est parfaitement adapté et dans la préparation de notre manifestation, j'ai réfléchi sur votre livre, La disparition de Joseph Mengele et les différences entre nos ouvrages. Il y a aussi des points où nous sommes très proches, les scènes en Amérique latine. Et j'ai compris que le personnage de votre livre est l'incarnation du mal. Il est célèbre et il est tout à fait univoque. Un cas d'inhumanité claire, alors que Joseph Klein est un... Il y a beaucoup de Joseph Klein. Et ce rassemblement de petits moments de culpabilité, il contribue à ce grand crime. Et je crois que je l'ai seulement vraiment compris, cette relation en vous lisant. Et ce qui m'a intéressé chez Joseph Klein était son ambivalence. Dans votre cas, votre protagoniste n'est pas ambigu, alors que Joseph Klein, il a des moments où, éventuellement, dans la première partie du livre, on pourrait presque le justifier. Mais à partir d'un certain moment, c'est impossible. Non, c'est intéressant, effectivement, parce que bon, l'Argentine est une petite partie de votre livre, hein, mais on retrouve effectivement certains protagonistes, dont le célèbre aviateur Rudel, et notamment la devise de Rudel. Bref. Avant de repasser à l'Argentine, et puis surtout, j'aimerais qu'on reparle de l'Allemagne après sur ce que représente Klein pour l'Allemagne de l'époque. Je voudrais d'abord qu'on parle de ce hobby radio amateur, quelque chose qu'on connaît mal aujourd'hui, qu'on ne connaît plus du tout.
Klein, il arrive littéralement les mains dans les poches aux États-Unis. Il n'a pas un sou, il n'a rien du tout. C'est un homme épris de liberté, il veut changer de vie, il veut changer de pays. Il n'a qu'un livre, c'est un livre de Thoreau, classique, Walden. Euh, et puis, il découvre cette passion pour la radio. Qu'est-ce que représente la radio pour un petit homme, un anonyme comme Joseph Klein? Ja, Je crois que dans ma description de ce monde de la radio amateur, j'ai projeté beaucoup de choses de notre compréhension d'aujourd'hui de ce monde. Comme je n'ai pas vécu à l'époque, j'avais pas le choix. Et c'était intentionnel d'avoir ces associations. Je pourrais penser que Joseph Klein vit des moments de bonheur quand il est en relation avec le monde et c'est vraiment la fenêtre vers le grand monde à partir de son appartement. Il est en relation avec toutes les personnes qui ont la même expertise que lui. Il peut être en contact avec eux. Et je voulais le montrer comme quelqu'un de tout à fait ouvert au monde et la radio amateur à l'époque était tout à fait un hobby pacifique qui a contribué à l'entente entre les peuples et ultérieurement, cela a été utilisé par les services secrets, mais c'était tout à fait innocent et devait vraiment contribuer à l'entente entre les peuples. Et j'imagine une scène de nerds qui sont devant leur radio et aujourd'hui il y a aussi des radios amateurs avec lesquels je me suis échangée et qui ont toujours cette fascination parce que la radio ne peut pas s'effondrer alors que l'Internet peut le faire. La radio est beaucoup plus stable et cette fascination s'est vraiment conservée jusqu'à aujourd'hui. ja. Vous décrivez d'une manière très réaliste les réseaux nazis à New York. Effectivement, c'est des choses qu'on connaît assez mal, hein. La réunion du Madison Square Garden est assez connue, mais pour Ja. le reste, on ne sait pas exactement ce qu'ont bricolé les nazis aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire, en fait, quelles étaient les ambitions des nazis vis-à-vis des États-Unis à la fin des années 30, c'est-à-dire avant le début de la guerre? Qu'est-ce qu'ambitionnent les nazis vis-à-vis des États-Unis et qu'est-ce qu'ils bricolent secrètement? Mm. 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 À l'époque, il y avait l'association germano-américaine qui était issue de l'organisation Les Amis de l'Allemagne et qui en fait a intégré des éléments de propagande nazie. Il y avait des grandes marches au centre de Manhattan, dans les rues où on a montré la croix gammée. Et le point culminant était en 1939 à Madison Square Garden, un grand rassemblement avec 20 000 nazis. Il y a même un film sur YouTube de l'époque. C'est assez terrorisant. Qu'est-ce qu'ils voulaient? En fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur ceci. Il existait un Fritz Kuhn qui s'est lui-même présenté comme le Führer des nazis aux États-Unis, comme le remplaçant de Hitler. Le New York Times et d'autres journaux se sont moqués de lui. Et lui-même se prenait très très au sérieux et son but, aussi naïf que ça puisse sonner, était de préparer l'arrivée de Hitler à la Maison Blanche. Et la chose curieuse est que la NSDAP en Allemagne n'a pas du tout trouvé ça bien, ne l'a pas vu d'un bon œil. Toutes ces choses qui se passaient en Amérique, on voulait les supprimer parce que cela affectait les relations diplomatiques. Mais Fritz Kuhn, ce nazi américain, a continué en dépit de l'Allemagne et fin 1939, on l'a mis en prison, mais à cause d'une toute autre affaire. Donc, c'était assez aventureux ce qui s'était passé à l'époque et
il y avait des relations avec d'autres groupements. Dans l'association germano-américaine, il n'y avait quasiment que des Allemands, mais il y avait aussi des groupements comme le Front chrétien qui étaient en réseau les uns avec les autres. Le Front chrétien avait d'autres intentions et objectifs. Ils étaient des antisémites militants et c'est un groupement qui, par exemple, est mentionné dans le roman Focus d'Arthur Miller. On les a interdits autour de 1940. Donc, c'était au milieu des années 30. Il y avait un foisonnement de tels groupes et qui ont fait beaucoup de remous dans les villes américaines. Et les réseaux d'espionnage, est-ce qu'ils étaient, parce que Joseph Klein finalement se retrouve un petit peu par hasard à cause de ses compétences justement d'opérateur radio dans un réseau d'espionnage, est-ce que c'était vraiment sérieux ces réseaux d'espionnage? Parce que c'est toute l'ambiguïté de Klein et l'ambiguïté du livre quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, Klein veut croire que c'était des amateurs et qu'en fait, il n'a pas participé à grand-chose. D'un autre côté, vous nous racontez aussi que finalement tout ça était un espèce d'écran de fumée, mais que la menace était vraiment sérieuse. Quel a été finalement le rôle et qu'est-ce qu'ont fait les nazis en termes d'espionnage pendant la guerre mondiale? En effet, les services secrets allemands des nazis avaient peu de succès aux États-Unis. Ils n'ont pas fait grand-chose à part ils ont volé les plans en 1938 du viseur Norden et je crois que c'était leur plus grand succès et plus rien après. C'était assez intéressant, mais cela s'explique facilement. C'était un éloignement énorme. Les agents étaient très très difficilement dirigeables et recrutables aux États-Unis. On l'a fait comme ça. Les germano-américains qui sont revenus en Allemagne ont été arrêtés et puis recrutés et ont reçu la mission de recruter d'autres Allemands à leur retour aux États-Unis. Et c'est ainsi que le Joseph Klein historique a été recruté. Mais votre question va encore dans la direction jusqu'où Joseph Klein savait ce qu'il faisait. Et c'est une question extrêmement compliquée et difficile. Et il faut que je distingue toujours entre la personne historique et le personnage de roman. Ils sont très proches, mais il y a quand même néanmoins des différences. Et la personne historique, Joseph Klein, a plaidé non coupable devant le tribunal. Bien sûr, c'est normal de se mettre dans une bonne lumière devant un tribunal. Il a affirmé de ne pas avoir su à qui il avait affaire, mais il a été condamné quand même à une peine de prison. Et dans le roman, je construis un peu différemment le personnage. Le personnage sait à partir d'un certain moment exactement ce qu'il fait, mais il ne s'en préoccupe pas. Il évite les conflits, ferme les yeux et essaye simplement de passer. Donc la peur de la résistance est trop grande et donc le personnage de roman continue. C'est ce qui m'a intéressé dans le caractère, comment on peut s'auto-excuser et qu'on peut ainsi continuer. Alors, il y a une figure intéressante dans le roman qui est cette jeune femme que Joseph Klein rencontre, qui s'appelle Lorraine. Ça, c'est vrai ou c'est de la fiction? Ou c'est pour mettre en scène quelque part un petit peu le rapport à l'Amérique de Klein, son rapport à ce monde-là? Lorraine est complètement inventée. Elle était très importante car
J'avais besoin d'une échelle à l'intérieur du livre. Quand je montre Joseph Klein dans sa faiblesse et dans sa façon de s'excuser, j'ai besoin d'une échelle de réalité. Pour ça, Lorraine était importante. Mais ce n'était pas si facile d'en trouver un équilibre. Mais bien sûr, ainsi se crée une dynamique entre les deux et une histoire de trahison sans vouloir en dire plus. Mais bien sûr, Lorraine est arrivée assez tôt au moment de l'écriture, c'était totalement clair pour moi. Et c'est aussi le grand premier amour qu'il vit, parce qu'avant, il avait des relations pas très engagées. Et c'est également vrai pour la personne Joseph Klein, qui est resté célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Envoyer de temps en temps des photos avec des jeunes femmes en Allemagne pour dire voilà mes nouvelles amies, et c'était son caractère. Mais dans le roman, j'ai fait un changement et j'ai mis une femme à ses côtés qui reste un certain temps avec lui. Il est important pour lui. Ok. Alors, on ne va pas tout raconter du roman parce qu'il se passe plein de choses. Donc là, on a parlé un peu du New York des années 30. Donc, c'est un opérateur radio recruté par les agents nazis. Ce qui m'intéresse aussi dans ce destin de Joseph Klein, c'est, selon vous, est-ce qu'il représente quelque chose de l'Allemagne du milieu du XXe siècle? Est-ce que son destin, finalement, raconte quelque chose de l'Allemagne, ou alors est-il unique dans son genre, ou bien très emblématique de sa génération, puisqu'il appartient à cette génération des nazis. Il est né au tout début du XXe siècle, en 1903, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qui représente Joseph Klein pour vous? Je n'ai pas réfléchi à cette question sous cette forme. Est-ce qu'il représente quelque chose? Je pense qu'il le fait de façon automatique. Il représente cette génération qui est une génération perdue après la Première Guerre mondiale. Il n'a pas participé à cette guerre, il était trop jeune et il entre dans la crise de la République de Weimar et émigre, part aux États-Unis. Mais peut-être ça, c'est un destin individuel. Il n'essaye pas de rester allemand en Amérique. Il ne s'accroche pas à cet être allemand. Il veut devenir américain. Donc, il s'ouvre à la culture américaine. Il écoute le jazz dans les clubs de jazz. Il évite plutôt le contact avec les compatriotes allemands qui existent à New York, mais il y a quand même des points de contact avec son métier et je le vois plutôt comme un individu, comme un caractère particulier et peut-être aussi à cause d'une particularité, son prénom, Joseph, qui fait toutes ces métamorphoses. Il est né Joseph, aux États-Unis, il s'appelle Joe, et en Amérique latine, José. Donc, c'est quelqu'un qui s'adapte où qu'il arrive. Ce n'est pas une personne qui s'accroche à la culture allemande pour la reconstruire ailleurs. Non, il est très ouvert à ce qui est autour de lui. Je ne sais pas si c'est atypique pour cette génération. Je dirais plutôt que ce n'est pas typique et que c'est une chose individuelle chez lui. Parce qu'en lisant le livre, en le relisant là ce week-end, à la fois je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez unique, dans le sens où ce que vous venez de dire, il ne cherche pas finalement à se rattacher à l'Allemagne, à la culture allemande, à la langue allemande. Et bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur les Allemands, pas seulement sur les nazis en Amérique du Sud, par exemple, où là, il y avait vraiment une attache très, très forte à la culture, à la langue allemande. Mais à la fois chez les nazis, comme chez les juifs allemands, par exemple, qui n'ont jamais pu lâcher la langue allemande ou la culture allemande. Lui, visiblement, il met ça de côté. Donc là, il y a quelque chose, je trouve, extrêmement particulier, unique en son genre. Et d'un autre côté, son rapport à la guerre, son rapport au nazisme, cette absence de culpabilité dans l'immédiate après-guerre,
en tout cas sa volonté de ne pas vraiment savoir ce qui s'est passé, il reste extrêmement discret. Il y a quelque chose de typiquement allemand, je trouve, pour le coup, chez lui, à ce moment-là. Et notamment les silences quand il rentre chez votre grand-père, chez Karl, à Neuss, en Rhénanie, à côté de Düsseldorf, où là on sent cette lourdeur, cette pesanteur, ce silence terrible, où eux savent en tout cas, notamment votre grand-mère en fait, hein, qui a un rôle important, mais qui est une ombre quelque part, mais à tous les niveaux, dans son foyer, mais comme dans la société, de même que votre grand-père, Karl, le frère de Joseph, où il n'y a que des non-dits quelque part. Et donc je trouvais qu'à la fois il y a quelque chose d'extrêmement unique dans le destin de cet homme, et de l'autre il y a quelque chose d'assez représentatif pour cette génération d'Allemands, notamment après-guerre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, exactement. Dans ce point, je suis totalement d'accord avec vous. Dans son comportement après la guerre, il est absolument typique pour cette génération. Nous espérons en tant que lecteurs qu'il y a un moment de repentir ou de reconnaissance de la culpabilité, mais cela n'arrive pas. Et pour moi aussi, pendant l'écriture, c'était très difficile de l'admettre, de ne pas intervenir. Je crois que ça aurait falsifié le contexte si j'étais intervenue. C'était très typique ce comportement, ce besoin de discuter ce qui s'était passé est seulement arrivé plus tard, dans les années 60. On a interroger la génération des parents. Mais comme mon protagoniste et mon histoire se passe dans les années 50, on est très proche dans l'histoire. Il est occupé avec sa propre survie, il traverse le monde, c'est quelqu'un qui est agité, qui va de l'Europe en Amérique latine sans papier, sans argent. Il est complètement occupé à gérer sa vie. Et je pense que beaucoup ont eu de tels problèmes et un tel destin. Et je crois que pour nous, aujourd'hui, c'est très difficile à accepter, à supporter, car de notre vision d'aujourd'hui, on ne peut presque pas le comprendre. Et c'est là où il faut laisser les personnages comme ils sont, sans intervenir en tant qu'auteur. Et il y a quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est quand il part en Argentine, il va se retrouver dans ces cercles nazis, espèce de quatrième Reich à Buenos Aires. Et finalement, cet homme qui n'a jamais été un nazi, soit qui n'a aucune conviction, hein, au fond, il n'a pas de conviction politique, en tout cas, ce n'est pas un nazi, la façon dont vous le décrivez dans le livre, finalement, se retrouve finalement avec des anciens nazis. Et à un moment, il finit par se l'avouer à lui-même. En fait, on me traite et on me considère aujourd'hui comme un ancien nazi. Ça, c'est quelque chose que vous avez trouvé dans les lettres. C'est quelque chose qu'il a ressenti lui-même. Il avait une gêne par rapport à ça, où finalement, lui, ce qui l'intéressait, finalement, c'était de traverser l'Atlantique pour après remonter d'une manière un peu naïve vers les États-Unis à partir de l'Argentine. Ja, also tatsächlich. En effet, dans ses lettres, il parle très rarement de la politique et ça m'a beaucoup frustrée. Mais quand il arrive à Buenos Aires, on trouve des descriptions de ces communautés allemandes à Buenos Aires et j'ai trouvé ça très intéressant parce que là-bas, il se moque et il se plaint, par exemple, que sa logeuse est toujours fan d'Adolphe, elle a toujours sa photo d'Adolphe dans le placard. Et comme j'ai pu le reconstruire, il a toujours des contacts avec ces nazis en exil. C'est vraiment complètement schizophrène pour nous, car d'un côté, il prend ses distances, au moins dans ses lettres, et en même temps, il continue à avoir du contact avec ces gens. Et j'ai trouvé ça très difficile à comprendre. Maintenant, j'ai perdu le fil. Non, c'était par rapport, si lui-même, en fait, avait une gêne à un moment, mais visiblement non, parce qu'il est très concentré sur lui-même,
Pour lui, l'Argentine n'est qu'une étape pour remonter vers les États-Unis. Mais ça, c'est vrai. Pour le coup, il voulait absolument retourner aux États-Unis. C'était son objectif. Exactement. Oui, en effet, il voulait, par ce détour, retourner aux États-Unis. Il a effectivement obtenu son autorisation d'entrée sur le territoire. C'est dans les lettres, mais pas dans le roman. 2 ans après, il est parti de Buenos Aires et voulait par le Mexique gagner les États-Unis, et au Costa Rica, lors du passage de la frontière, on l'a arrêté, mis en prison. Ce n'est pas dans le roman, mais c'est pas grave, parce que ses papiers étaient faux. Et grâce à un contact nazi, il a été sorti de prison. Il a constaté qu'il aimait bien le Costa Rica. Et il abandonne petit à petit ce plan d'arriver aux États-Unis, et je trouvais ça très intéressant, comme tout d'un coup, tout finit dans cette nature incroyable, dans les tropiques. Ce Joseph Klein est totalement fasciné par la vie au Costa Rica. Moi, j'ai jamais vu le Costa Rica, donc les tropiques que je décris, c'est les tropiques connus par mes voyages à Goa. Et en fait, ce n'est qu'une petite partie du livre qui se passe au Costa Rica. Il a vraiment aimé ce pays. Et j'ai trouvé que c'était un bon point d'arrivée pour lui. Quelqu'un qui part de la grande ville New York à travers l'Allemagne arrive dans cette nature qui domine le monde. Une petite précision, parce que vous ne le dites pas à la fin du livre, il est resté longtemps au Costa Rica. Il a fini sa vie au Costa Rica, ce Joseph Klein. Oui, je suis en train de continuer la suite du livre. Non, mais c'était ma curiosité, je voulais savoir. Genau, gerne. Oui, très volontiers. Ist tatsächlich, die Spuren verlieren. On perd sa trace au Costa Rica. Le dernier signe de vie est de 1975, une carte de condoléances pour la mort de son frère Karl, avec une photo de lui. Il a des cheveux blancs, il est un vieil homme, et il dit qu'il doit finir maintenant parce que sa maison vient de brûler. Et après, on ne sait plus rien. On ne sait pas, vous ne savez pas quand il est mort, où est-ce qu'il est mort, on ne sait rien. Non, on ne sait rien du tout. Je suppose qu'il est mort au Costa Rica. Alors, dans le roman, et notamment c'est le titre de la traduction française, donc il a 3 vies. C'est les 3 vies de Joseph Klein. Est-ce qu'à votre avis, en tout cas, est-ce que le destin, les aventures de Joseph Klein peuvent nous permettre de dire finalement qu'on peut se défaire de son passé? Est-ce qu'à un moment, il croit devenir américain? Est-ce que selon vous, un homme finalement anonyme, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas remarquable, Klein, mais c'est peut-être ce qui en fait quelqu'un d'extrêmement intéressant, à la différence de Mengele dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut changer de langue? Est-ce qu'on peut changer de nationalité? Ou à un moment ou à un autre, on est toujours rattrapé par ses origines? Ça, c'est la question que j'ai posée au livre. Je pense qu'on parle beaucoup d'identité dans le roman, et bien sûr, on montre comment il est rattrapé par le passé, par ses origines, et que tout reste une utopie, cette nouvelle vie, ou de devenir indépendant des origines. Ce sont des questions qui m'ont toujours préoccupée. Même si je viens d'un tout autre contexte, j'ai fait beaucoup de voyages dans ma vie et j'ai vécu longtemps dans d'autres pays, et toute personne qui l'a fait sait à quel point on change, comment on peut ressentir ça comme une libération, marcher dans les rues et on a la sensation que les gens n'arrivent pas à nous décoder et nous reconnaître. On est vraiment libre d'une certaine façon à ce moment-là. Et c'est un moment que chez Joseph Klein, je l'ai découvert dans les lettres, cette euphorie du voyage, du changement, l'extase.
que je reconnaissais en moi-même aussi, et en même temps, je le montre aussi dans des moments où ça ne fonctionne plus, où c'est une illusion. Donc, ça va de l'un à l'autre, c'est très très ambivalent, comme beaucoup de choses dans ce livre sont ambivalentes. Et à votre avis, là je parle à l'auteur et pas seulement à la représentante de Joseph Klein, on peut changer ou pas? Ou c'est impossible finalement? Est-ce qu'à un moment on se fait toujours rattraper par son passé, par sa langue, par son pays? En vieillissant, je dirais oui. Quand j'étais très jeune, j'étais d'avis que on pouvait se laisser quelque part et aller ailleurs. Et quand j'avais 16 ans, je suis allée en Inde, j'ai fait l'école en Inde. J'étais toute seule, sans mes parents, sans ma famille. Et pendant des années, je me suis intéressée à la culture indienne et la philosophie indienne, pour donner un exemple. Et j'avais l'impression et c'est vrai, on peut élargir ses possibilités, ça c'est possible. Mais en vieillissant, je m'intéresse davantage à mes propres racines et plus ces racines reviennent. Donc, ces façons de penser, ces sensations que jeune, j'ai un petit peu opprimées en moi. Et par exemple, la pensée de sécurité, ou l'embourgeoisement, ce sont des choses que j'ai méprisées quand j'étais jeune et je découvre maintenant que je porte ça aussi en moi et c'est très allemand par exemple et c'est impossible d'y échapper. Alors pour revenir à Joseph Klein, est-ce que pour vous c'est un personnage universel? Dans le sens où finalement il fait partie de ces hommes innombrables qui, à un moment ou un autre, sont manipulés par des forces qui lui sont bien supérieures, qu'on peut appeler l'histoire avec un grand H. Est-ce que finalement, sa lâcheté, parce qu'il est assez lâche, il n'ose pas aller au FBI pour dénoncer ces hommes qui détestent, et dont il ne veut absolument pas avoir de rapport avec eux. Est-ce que sa solitude aussi sont universelles? Oui, je pense que la lâcheté dont vous venez de parler est universelle et malheureusement, c'est pourquoi j'ai pensé que c'était pour moi important de raconter cette histoire, parce qu'elle nous montre que la culpabilité commence assez tôt, à des petits moments, des petits signes, et que c'est un problème qui va au-delà des périodes. Aujourd'hui, par exemple, par le populisme de droite en Europe et dans le monde, bien sûr, c'était pour moi la chose qui a rendu ce thème actuel. Ce sont des structures universelles et on peut très bien le regarder avec un tel personnage. Et pour moi, il était surtout important de comprendre les mécanismes. Et comprendre ne veut pas dire avoir de la compréhension pour, mais comprendre comment ça se déroule. Et je crois qu'il y a toujours beaucoup de peur qui est en jeu, qu'on est opportuniste, qu'on participe au lieu d'être dans la résistance, et je crois que c'est très humain. Est-ce que vous avez eu le sentiment en lisant la correspondance qu'il y a un moment ou plusieurs moments où il aurait vraiment eu envie, parce que finalement c'était s'attirer, enfin des deux côtés il s'attirait beaucoup d'ennuis et finalement il en a eu puisqu'il sera interné en prison, il va passer des années à Ellis Island, mais on s'en rend pas tout de suite compte. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti qu'il avait envie de changer de voie et que ça s'est joué à pas grand-chose, ou finalement il n'a jamais été question sérieusement qu'il aille au FBI et trahisse les nazis qui l'entourent à un moment? Je ne crois pas. Je crois qu'il n'a jamais vu clairement la problématique. Par exemple, il s'est toujours excusé devant lui-même, il s'est plutôt vu comme une victime.
Et en écrivant le roman, j'ai dû faire très attention que cette auto-victimisation dans le roman ne prend pas trop de place, ne devienne pas trop forte. Ou quand elle est présente, on comprend que le personnage est confronté à ses propres limites. Ce moment de résistance possible n'existe pas chez Joseph Klein. Et pourtant, je crois que dans la première partie du livre, on peut encore d'une certaine façon le suivre, mais plus tard au moment où l'Allemagne envahit la Pologne et que la Deuxième Guerre mondiale commence et on sait que c'est un régime criminel, alors c'est complètement clair. À partir de ce moment, on ne peut que condamner ses actions. Et à partir de ce moment, l'écriture est devenue beaucoup plus difficile pour moi. Ma relation avec lui est devenue plus difficile. Est-ce que c'était, vous avez employé le terme de Mitläufer, donc c'est tous ces gens qui ont suivi finalement sans véritablement résister, sans être véritablement convaincus non plus, mais ce qui a permis au régime hitlérien ou à tous les régimes totalitaires de s'imposer et de durer. Est-ce que vous avez trouvé intéressant d'écrire un roman justement sur un Mitläufer? Est-ce que c'est plus intéressant que d'écrire sur un personnage extraordinaire, c'est-à-dire soit un horrible personnage comme Mengele, ou alors quelqu'un absolument exceptionnel, un super résistant, mais qui ne représenterait quasiment que lui-même. Est-ce que le Mitläufer, la littérature du Mitläufer, pour vous, est plus intéressante que le personnage extraordinaire dans le positif ou dans le négatif? Je trouve que les extrêmes sont aussi très intéressants. Mais j'ai trouvé Joseph Klein et j'avais cet accès et cette matière et c'est ainsi qu'il est devenu mon personnage. Mais je me suis rendu compte ensuite que ces personnes qui ne sont pas vraiment méchants et qui ne sont pas vraiment des héros, qui sont intermédiaires, sont très intéressants parce qu'ils sont liés à nous. Quand je lis sur Mengele, je ne peux pas m'identifier à Mengele. Je suis devant. C'est tellement monstrueux que je peux avoir la sensation que moi, je n'aurais pas été comme ça. Alors qu'avec Joseph Klein, je ne suis pas toujours sûre. Et ça, c'était passionnant pour moi et j'espère que c'est passionnant aussi pour le lecteur, qu'on peut voir ces implications qui commencent très très tôt. Et cette notion de Mitläufer nous donne à réfléchir à partir de quel moment ça commence. Alors là, j'ai une petite pause. J'aimerais poser une question à Pierre Désus, le traducteur, s'il nous entend, s'il peut mettre en marche son micro, sa caméra. Je vous entends. Oui, bonsoir Pierre. Vous êtes un spécialiste de littérature germanique. Vous avez traduit le livre de Oula. Comment est-ce que vous situez ce livre dans le panorama de la littérature allemande contemporaine? À la fois le thème, le style. Qu'est-ce que vous en dites? Une question difficile. D'une façon, c'est un livre qui s'inscrit quand même dans un courant actuel de la littérature allemande, qui est celui de la famille. Il y a beaucoup de livres allemands qui traitent de la famille, que ce soit d'un bord à l'autre. Par exemple, j'ai lu dernièrement Wo wir zu Hause sind de Maxime Léo, qui est aussi quelqu'un qui parle de sa famille, de ses tantes. Sauf que bon, on n'est pas on flirte pas avec le nazisme. De ce côté-là, c'est des gens qui bien que convertis au protestantisme, sont condamnés à l'exil parce qu'ils sont considérés par les lois ariennes comme des juifs. Donc il y a beaucoup de choses qui le rapprochent d'une tendance de la littérature moderne actuelle. Et ça me rappelle que le passé ne passe pas. Il y a beaucoup de jeunes gens comme Ulla Lenz, c'est-à-dire ce qu'on appelle la troisième génération, qui est encore préoccupée par disons, le passé nazi
de l'Allemagne, on a pu croire à partir de 89, 90, 91, que la littérature allemande allait se débarrasser de ce poids, on a souvent parlé de fardeau, allait se débarrasser de ce poids de l'histoire. C'est arrivé, on a parlé de retour à la normalité, la littérature allemande allait enfin pouvoir se libérer de son passé et parler des grands thèmes, l'amour, la mort, etc. Et puis, cette troisième génération revient sur le passé et je trouve ça très à la fois étonnant et rassurant que que ça ne passe pas. Et puis là, ce que je voudrais dire comme troisième point, c'est que même si ça s'inscrit dans une littérature, je dirais, de la famille, autour sur la famille, c'est quand même un personnage exceptionnel. Quand j'ai lu le livre, je ne connaissais pas d'autres personnages comme ça. On a souvent, Olivier, vous avez dit, est-ce que c'est un Mittelläufer, c'est-à-dire un conformiste? J'avais fait plusieurs propositions à l'éditeur sur le titre. Aucun de mes propositions, aucune n'a été retenue. J'en veux à personne. Mais ça m'a fait réfléchir, en fait, sur le personnage. J'aurais bien aimé qu'il s'appelle le conformiste. Sauf que c'était pris avec le film de Oui, oui. Trintignant. Donc, c'était pas possible. Et j'avais pensé à un Candide à New York. Parce que pour moi, je ne suis pas trop dur avec lui. Il n'a pas fait de résistance. Oui, ce n'était pas son objectif. Il a fui la misère, en fait. Il a fui de la crise de 1925. Et il voulait une autre vie, mais il voulait une vie. C'est l'anti-héros par excellence. Il ne voulait pas une vie sensationnelle, il voulait être tranquille. Et ces satanés nazis, en utilisant son hobby, il était content d'avoir ça. Il a découvert Lorraine, il a découvert une femme avec ça. Et ils l'ont mis au pied du mur. Il était un peu paumé avec tout ce qui lui arrivait. Moi, je le comprends. Je comprends qu'il n'ait pas fait de la résistance. Je comprends qu'il a été. Je dirais pas qu'il a été lâche, qu'il a été faible. Et il y a des gens comme ça. Et à aucun moment, si je me souviens bien, à aucun moment, il ne fait allégeance au parti nazi. Jamais il ne dit qu'ils ont des idées bien, etc. Il se fait même casser la figure parce qu'il essaye de leur échapper. Je trouve même que Lorraine est parfois un peu dure avec lui quand elle le titille, etc. Et je me dis, si j'étais à la place de Joseph, comment est-ce que j'aurais réagi? Peut-être parce que je me suis beaucoup investi comme traducteur dans ce texte, j'ai beaucoup de compréhension pour ce personnage. Mais, en tout cas, moi, la façon dont je l'ai ressenti, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'au fond, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout politique, qui n'a pas la formation, d'ailleurs, qui n'a pas d'ambition, aucune ambition politique. Et au fond, les nazis, pour lui, c'est avant tout un problème parce que ça brise sa tranquillité. Il était Exactement. relax à East Harlem, il écoute des disques de jazz, il avait rencontré une jeune femme. Et puis là, tout d'un coup, ces types lui mettent la main dessus et, au fond, rompent cette tranquillité. Et finalement, il avait réussi à creuser son petit trou aux États-Unis, à New York. Il n'a demandé rien à personne. Et les nazis, tout d'un coup, eh ben, le sortent de ce trou pour le mettre, le projeter dans la grande histoire. Je trouve effectivement assez fascinant. C'est pour ça que j'ai assez d'indulgence pour lui. Alors, une dernière question où là, bon, classique, hein, vous avez fait plein de rencontres d'auteurs, on connaît tout ça. Alors déjà, non, d'abord, je voulais que vous réagissiez par rapport à justement à la fois ces histoires de famille et votre génération, ma génération. Il y a des choses communes entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que cette expression, le passé ne passe pas, mais effectivement, on continue de creuser quand même cette histoire-là. C'est quelque chose qui vous a toujours travaillé, vous personnellement, et autour de vous, dont vous êtes né au début des années 70. C'est quelque chose que vous voyez encore autour de vous? Vous pensez que c'est quelque chose qui va perdurer dans la littérature allemande ou pas? Ja. Après ce que vient de dire Pierre Desus, je le vois plus clairement. Je crois que chaque génération, depuis la guerre,
s'intéresse à cette thématique et y revient car c'est tellement fondamental. C'est une rupture de civilisation et nous devons nous y intéresser. Et je pense que ça va continuer ainsi avec d'autres générations. La différence est peut-être que le propos de ma génération, c'est pas l'accusation et la condamnation, mais la compréhension. Ce n'est pas aussi chargé d'émotions comme c'était le cas pour la première génération qui a fait les comptes avec la génération des parents. Donc nous, on est la génération suivante et on veut simplement comprendre et comme je viens de le dire, aussi dans le cadre de la politique actuelle, c'est devenu d'actualité et important de s'y intéresser, de s'interroger où ça commence. Donc c'était ma dernière question un peu bateau, mais qui intéresse en général les auditeurs. Qu'est-ce que vous préparez? Est-ce que vous allez rester un peu sur des thèmes historiques? J'avoue, je n'ai pas lu vos 3 précédents romans. Vers quoi vous dirigez pour votre prochain livre, s'il est déjà en construction? J'ai l'intention d'écrire un autre roman historique. J'ai aussi commencé à le faire et c'est une nouvelle phase de ma création. Les romans d'avant étaient tirés de ma réalité de vie et je n'ai pas eu besoin de faire des recherches. Je savais sur quoi j'allais écrire, je connaissais tout, mais maintenant je me suis rendu compte à quel point on a plus de possibilités si on s'intéresse à des vies d'autrui et à quel point ça vaut la peine, ça me fascine et je suis en train de revenir encore plus en arrière à l'époque de l'Empire allemand pour regarder ce qui était avant. Et c'est là où je me trouve en ce moment et j'y fais des recherches. Formidable. Bon, eh ben, bonne chance pour la suite. Je crois qu'on peut lire les questions au public. Il est quasiment 20 heures. Est-ce qu'il y a des questions? On peut peut-être déjà commencer donc avec la première question qui a été posée par Gisèle Ducret, qui se demande de quelle façon ce roman a été accueilli dans la famille de la Lenz et notamment par la génération de ses grands-parents. Mes grands-parents, malheureusement, ne sont plus en vie, mais c'est une question spéculative intéressante car mes grands-parents apparaissent dans le roman avec leur vrai nom, avec leur nom Karl et Edith. J'étais vraiment sans complexe. C'est vraiment une question intéressante. Je peux simplement dire que ma mère était très ouverte à ce projet. Elle a rendu possible, elle m'a donné les lettres, elle m'a donné les photographies et elle était généreuse avec ses récits, même jusqu'au moment où on a déjà corrigé les épreuves, elle a encore raconté une anecdote et j'ai dit « Ah non, maintenant il faut s'arrêter, c'est trop tard ». Mais elle était vraiment très ouverte. Et pour moi, c'était touchant lors d'une lecture à Neuss. Neuss est un lieu mentionné dans le roman où se trouve la maison. Et dans la bibliothèque municipale, il y avait ma mère et aussi le frère, donc mon oncle, qui a aussi le même nom que Joseph Klein. Et c'était assez touchant et avoir rassemblé tous ceux qui ont rencontré le Joseph Klein et d'apprendre que tout le monde était d'accord avec cette thématique. Je crois que ça a aussi un lien avec le fait que sur ce spectre, c'est quelqu'un qui est très typique, qui représente beaucoup de Mitläufer allemands, que ce n'est pas un cas extrême et on doit se dire oui, c'était comme ça et on avait quelqu'un dans notre famille qui était comme ça. Je pense que c'est une très bonne expérience.
Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, mais je pense que ce que l'on pourrait faire, c'est lire un extrait du livre, parce qu'en fait, Ola Lenz a préparé, et puis on va revenir à vos questions après ce moment de lecture. C'est un petit fragment du roman, donc je passe de nouveau la parole à Ola Lenz qui va vous lire un petit fragment de son roman. Très volontiers. C'est un endroit sur le hobby de la radio amateur, donc comment Joseph Klein découvre ce hobby. Son ami Arthur lui avait proposé un jour de fabriquer une station de radio. Ils avaient passé des jours et des semaines à se lire des passages pris dans différents ouvrages, enduit de paraffine, un cylindre en carton, enroulé du fil électrique autour, dessiner des schémas électriques, couper des câbles. Partout régnait une odeur d'huile et de brûlé. La table était encombrée d'écrous de fils électriques et de rubans isolants. Arthur tripotait sa moustache blonde à la Charlie Chaplin lorsque soudain, jamais il n'oubliera ce moment, un son se fit entendre, un son tenu, un glapissement, un gazouillis. Ils tournèrent leur sélecteur de gamme et de fréquence et entendirent comme du vent. Puis, en continuant de tourner, des sonorités qu'ils n'avaient encore jamais perçues, des sonorités électriques, ça sifflait, grinçait, bondissait, veloutait, autant de bruits qui provoquaient des fourmillements dans leurs membres, un sentiment de bonheur. Puis ils perçurent des voix. « CQ, come quick !» Une voix d'homme tremblotante et vagissante chantait « Sweet Sally of my dreams ». Ils se regardèrent comme s'ils avaient révélé Dieu en personne, partout des voix. Maintenant on peut tout se dire, tout ce qui se passe dans le monde, il ne va plus y avoir de secret nulle part. Le visage d'Arthur était luminé, il venait juste d'adhérer à un mouvement chrétien engagé contre les discriminations sociales. Bien que fils d'immigrés irlandais, Arthur n'était pas du tout croyant. Il ne croyait qu'à l'amitié et à l'ardeur germanique au travail. De ce point de vue, il était tombé sur le mauvais numéro avec Joseph, ce dont il ne tarda pas à se rendre compte, mais il le laissa malgré tout travailler dans l'imprimerie et loger chez lui. Lorsque Arthur se maria, Joseph emménagea à East Harlem. Là-bas, l'alcool coulait à flot dans les bars, en dépit de la prohibition, et Arthur venait souvent le voir s'épancher sur les déboires de son mariage. Elle commente tout ce que je fais. Il suffit que je coupe un avocat par le milieu au lieu de le faire par la longueur, et c'est parti, j'aurais mieux fait de t'épouser. En Californie, ils ont essayé de changer le nom de l'avocat et l'appeler la poire crocodile, vraiment, à cause de la peau, mais ça n'a pas marché. Dès que ça devient plus calme dans la rue, il tourne le sélecteur et fait entrer les voix dans son appartement. Le matin en Afrique du Sud, une tempête au Mexique, Helsinki et poissons morts, un vent modéré à Perth et en Chine, le fleuve jaune qui déborde. Il se débrouillait bien en morse. Le tutut virevoltant était audible, quels que soient les autres bruits, les cris des voisins ou les clameurs de la rue. Au début, il avait encore besoin d'un papier et d'un crayon pour noter les groupes de signes, mais puis il avait fini par tout faire de tête. Il reconnaissait certains correspondants à certaines hésitations, certains ralentissements ou leur rythme galopant. Chacun avait son son différent, chacun avait sa propre écriture. Il lui fallut toute une année avant de se décider de parler sans jamais voir personne, développer sa confiance, parler tout seul, envoyer quelque chose de soi dans le monde au petit bonheur. Puis il découvrit à quel point ce pouvait être libérateur, personne ne le voyait, personne ne savait quoi que ce soit à son sujet, s'il était grand ou petit, s'il habitait dans une villa avec jardin à Brooklyn ou dans une cage à lapins à Harlem. Être seulement une voix partout à tout moment. Au début, il voulait se persuader que seule cette situation précieuse le protégeait de la misère comme une magie. Avec l'arrivée de la Grande Dépression, les règles universelles devinrent plus claires. Il existait des forces plus puissantes que sa vie intérieure. Arthur fut obligé de fermer l'imprimerie. Il se retrouvait parfois à la soupe populaire à Bryant Park. Joseph trouva un petit boulot mal payé, distribuer des prospectus pour un magasin de meubles, une forme de régression pour lui qui les avait imprimés auparavant.
Mais le travail lui plaisait. Quand il arrivait à trouver le bon rythme, qui ressemblait davantage à une rêverie qu'à un travail, il pouvait oublier le temps, soulever le petit volet avec l'index et glisser dans la boîte le prospectus tenu entre le pouce et le médius, tout en gardant une main libre pour la cigarette. La ville devenait un animal avec une multitude de gueules affamées qu'il s'agissait de nourrir. Quand la situation économique se fut un peu améliorée, il était entré au moins une fois dans presque tous les immeubles, mais il ne pouvait toujours pas envoyer d'argent à sa mère. Sa mère lui demandait s'il ne voulait pas rentrer et l'Allemagne reprenait du poil de la bête. Non, jamais. New York était sa ville, surtout maintenant qu'il l'avait nourrie. Eh bien, merci. Ça nous donne une impression du roman. Dans le chat, il n'y a pas vraiment plus de questions, mais il y a un commentaire fait par Michael Rouletta, je ne sais pas, qui dit qu'en France, nous faisons un rapprochement avec Monsieur Klein, un personnage d'un film. Un film réalisé par Joseph Losey avec Alain Delon et Jeanne Moreau. Donc ça, c'est plutôt une information peut-être pour Ulla Lenze que donc Monsieur Klein a ces associations-là peut-être en France. Et en fait, il y a beaucoup de caractères communs selon le commentaire dans le chat. J'invite encore une fois. Je peux dire un mot là-dessus? Oui. Disons, le problème avec cette comparaison, c'est que M. Klein est interprété par Alain Delon. Et lorsqu'on lit le roman d'Oula, on a beaucoup de mal à imaginer son M. Klein interprété par Alain Delon. Par ailleurs, M. Klein, dans le film de Losey, est quelqu'un d'extraordinairement courageux. Il est extraordinairement discret, mais il est extraordinairement courageux parce que lui va agir pour sauver des Juifs. Donc, je ne suis pas certain que la comparaison soit tout à fait efficace, puisque le Klein, ce qui en fait le personnage fascinant du roman d'Oula, est quelqu'un qui, lui, veut passer à travers les gouttes, en fait. Son idée est la discrétion absolue et la tranquillité. Mais le film est extraordinaire. Un commentaire sur le commentaire, donc, qui présente certains doutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, de la part des participants de ce webinaire? Sinon, j'aimerais poser une question entre-temps, c'est-à-dire, est-ce que le roman a été traduit dans d'autres langues? J'imagine que oui. Et est-ce que vous avez présenté le livre dans d'autres pays et quelles étaient les réactions, peut-être des réactions qui vous ont particulièrement surprise? Oui, le roman a été traduit en 10 langues. Il va paraître surtout cette année. L'année dernière, il a paru en Finlande. Il y a 2 semaines, il a paru en Hollande. Et au mois de mai, et je suis vraiment curieuse, il va paraître chez HarperCollins aux États-Unis. Et donc, ensuite aussi au Canada et en Australie. Je suis très, très curieuse comment sera la réception et l'accueil aux États-Unis. J'ai parlé avec de nombreux traducteurs, aussi avec le traducteur américain qui avait posé le plus de questions parce qu'il voulait être absolument sûr d'avoir bien compris. Car là-bas, il y a d'autres sensibilités, je suppose, et c'était très intéressant. Je suis vraiment curieuse comment il va être accueilli aux États-Unis. Je suis presque un peu nerveuse et j'aurais bien aimé y aller, mais probablement la situation ne le permettra pas. Oui, pour le moment, il y aura aussi aux États-Unis certainement des rencontres virtuelles, comme la rencontre ici au Goethe-Institut dans un certain sens, mais pas vraiment.
J'aimerais vous remercier à Ola Lenz et aussi Olivier Guèze de nous avoir donné une belle impression de ce livre qui, comme vous le savez, peut être acheté dès maintenant dans les librairies françaises. Les premières réactions en France ont été très positives et je suis sûre que ceux qui décident d'acheter le livre après cette rencontre vont beaucoup aimer le livre. Donc, je vous invite de lire le livre, d'acheter le livre. Je souhaite beaucoup de succès à ce livre aussi en d'autres pays, notamment aux États-Unis. Je peux imaginer que ça, c'est vraiment une parution particulière pour vous. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à Ulla Lenz, Olivier Guès, mais aussi merci aux éditions Lattès et aux participants de ce webinaire. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.